Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour la 4e leçon. Vous voyez que nous sommes maintenant au cœur en fait, du sujet. La 4e leçon de ce cours consacrée aux souverainetés au pluriel. Alors, vous vous souvenez que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, mais vous vous souvenez de l'importance pour moi de ce sujet. Je vous ai dit que ce sujet a été le fil rouge de tous les enseignements que j'ai faits ici au collège depuis 6 ans. Et je vous ai dit aussi que c'est le fil rouge du droit international lui-même. Et vous allez le comprendre, je pense, encore plus ce matin. Alors, pour mémoire, parce que la définition sera importante ce matin à nouveau, la souveraineté, c'est l'autorité ultime à la fois d'un peuple, de ses institutions et des organes de ces institutions, de dire et d'appliquer le droit, pour qui? Pour ce peuple, pour ses institutions et pour les organes de ces institutions. Nous verrons tout à l'heure que c'est important de le saisir. Dans sa dimension externe, et parce que de nombreux peuples habitent cette terre, la souveraineté, c'est aussi l'indépendance de ces autres peuples, de leurs institutions souveraines et des organes de ces institutions, une indépendance sans laquelle l'autorité ultime de chaque peuple, de ses institutions et de ses organes, ne pourrait pas être préservée. Et c'est précisément cette dimension externe de la souveraineté comme indépendance qui fait l'importance du thème pour le droit international, parce que c'est cette dimension externe de la souveraineté comme indépendance qui fait que le principe de souveraineté et le droit international sont indissociables depuis l'origine. En fait, je vous l'ai dit, ils partagent la même origine, la naissance de l'État dans l'Europe moderne du XVIIe siècle et sa juridiction territorialement délimitée et souveraine. Une juridiction qui doit pouvoir être garantie également par un droit qui est commun, c'est-à-dire par le droit international. Alors malheureusement, je vous l'ai expliqué aussi ces dernières semaines, c'est cette combinaison d'un étatisme méthodologique de la souveraineté en droit international, le fait que ce droit international ne s'autorise pas à connaître d'autres institutions souveraines que l'État, et d'un légalisme méthodologique, c'est-à-dire le fait que le droit international ne s'autorise pas à aborder cette autorité comme une autorité politique et la réduit à un ensemble de compétences juridiques et à une pure autorité de droit. Donc c'est cette combinaison entre étatisme et légalisme méthodologique de la souveraineté en droit international qui nous rend aveugles à la tension droit politique qui est inhérente à la souveraineté. Et cette combinaison, cet aveuglement a amené aujourd'hui de façon tout à fait regrettable, je vous l'ai dit aussi et nous le voyons chaque jour, au divorce entre la souveraineté et l'autorité du droit international. Que l'on soit en faveur du droit international ou de la souveraineté, le droit international est de plus en plus abordé comme l'anti-souveraineté et la souveraineté comme l'anti-droit international. Ce jeu à somme nulle, et j'en reparlerai tout à l'heure, entre la souveraineté et l'autorité du droit international a été délétère à la légitimité du droit international. Et c'est le cas aussi en Europe. Il nourrit le populisme, le souverainisme sur le plan national, et l'anarchie, on le voit bien aujourd'hui, avec cette nouvelle guerre, entre grandes puissances débridées sur le plan international. Et pourtant, cette tension, voire ce paradoxe entre puissance politique et autorité du droit, sont bien connus des philosophes du droit interne, ont toujours été très bénéfiques, car émancipateurs, tant du pouvoir politique tout-puissant que d'une autorité juridique illimitée. D'ailleurs, le droit constitutionnel interne ne s'y est pas trompé, puisque depuis le XVIIIe siècle, il tente, et il est parfois parvenu, à maintenir la tension ou le paradoxe entre puissance politique et autorité juridique, grâce à la construction du pouvoir à la fois constituant et constitué du peuple, mettant le droit au cœur de cette tension. Mais en droit international, les deux dimensions de la souveraineté, que sont la puissance politique et l'autorité juridique, ne sont pas encore parvenues à se combiner. Et en réponse, et pour faire enfin vivre ce paradoxe de la souveraineté en droit international et sa dualité entre faits politiques et normes juridiques, et il en sera beaucoup question ce matin, ce cours propose une interprétation républicaine de la souveraineté
en et de droit international. Et pour ce faire, j'ai expliqué, ces 3 dernières semaines, comment je propose de poursuivre la construction de la dimension populaire de la souveraineté et de son corollaire, l'égalité de souveraineté des peuples, un projet qui avait été entamé par la Charte des Nations Unies, mais qui n'a pas été porté à son terme. C'est ainsi, et c'est mon ambition, que l'on pourra peut-être faire sauter le verrou tant du légalisme que de l'étatisme méthodologique de la souveraineté en et de droit international. Et c'est pour cela, vous vous souvenez, qu'il y a un S à souveraineté, un S qui annonce 3 choses, et ces 3 choses sont déclinées cours après cours. Premièrement, la pluralité en coexistence égalitaire, mais aussi la variété des peuples et de leur culture, et donc des types de souveraineté. Deuxièmement, la pluralité en coexistence égalitaire et la variété des institutions publiques souveraines infranationales et nationales, au-delà de l'État, mais avec l'État. Et troisièmement, cette pluralité permet de penser et d'organiser la relativité, la divisibilité de la souveraineté des peuples réinstitués de manière multiple en co-souverains, séparément ou au sein d'institutions internationales égalitaires. Comme je l'ai expliqué dans la première leçon, ce que je vous propose, c'est une théorie politique parce que républicaine de la souveraineté en droit et de droit international qui soit capable de saisir et d'expliquer la valeur politique des souverainetés instituées par ce droit, notamment pour lutter contre la domination des peuples. Mais c'est une théorie politique particulière parce que c'est une théorie politique du droit, et donc sa méthode est interprétative. Plutôt que de vous faire un exposé descriptif du droit international de la souveraineté, droit international qui, je l'ai dit, participe à réduire, à enfermer, à piéger la souveraineté dans une boîte juridique, et qui est précisément à l'origine du problème à résoudre, j'ai prévu de traiter des grandes questions qui se posent pour ou du fait de la souveraineté en droit international contemporain. Et vous les avez ici à l'écran. Donc chaque semaine, j'ai proposé, et je proposerai encore ce matin, de nouvelles interprétations du droit international contemporain que la popularité et l'égalité des souverainetés, que j'ai motivées et justifiées dans la première leçon, pourraient fonder à l'avenir. C'est ma thèse, vous le savez, que chacun des problèmes soi-disant posés par ou pour la souveraineté en droit international contemporain pourrait et devrait en fait être réglé depuis cette souveraineté et de l'intérieur du droit international plutôt que contre la souveraineté ou contre le droit international, comme c'est malheureusement le cas actuellement. Alors ce matin, un thème qui m'est cher, nous abordons souveraineté au pluriel, solidarité et équité. Je vais me saisir d'une troisième question, celle de la prétendue solitude de la souveraineté, de son égoïsme ou de son solipsisme allégué, toujours, vous l'aurez remarqué d'ailleurs, sur un mode anthropomorphique. Donc le souverain est, comme une personne, considéré comme étant égoïste. Selon cette critique, la souveraineté, conçue évidemment comme une souveraineté absolue, exclusive et de l'État uniquement, et notamment de son gouvernement, dont les seules obligations de droit international seraient consenties, toute conception d'ailleurs que j'ai déjà critiquée dans les 3 premières leçons, eh bien cette souveraineté conçue de cette manière-là serait un frein à la coopération internationale et à la protection d'intérêts communs protégés par le droit international, comme les droits de l'homme bien sûr, mais aussi des intérêts non anthropocentriques, comme les intérêts de l'environnement, de la mer ou du climat. Cette critique est partagée par les nombreux auteurs et praticiens du droit international qui, je viens de le rappeler, opposent la souveraineté à l'autorité du droit international, non pas pour obtenir plus de souveraineté, il y en a aussi, mais ceux-là ne critiquent pas la souveraineté et ne l'opposent pas à l'autorité du droit international pour obtenir plus de souveraineté, mais au contraire pour renforcer le droit international. Ils souhaitent, dans ce jeu à somme nulle, en finir avec la souveraineté, pour citer l'ouvrage de Sen, Chemille et Gendreau, ou en finir avec le S-word, le sovereignty word, pour citer Henkin,
dans ce jeu à somme nulle dont la critique constitue le point de départ de ce cours. En bref, la représentation de ces auteurs semble être la suivante, et elle a été très bien capturée par les travaux de Sima, qui a opposé l'unilatéralisme ou le bilatéralisme au communautarisme en droit international. Il y aurait, en bref, d'un côté les États souverains, occupés à la défense d'intérêts purement individuels, comme si nos États qui nous instituent pour nous représenter n'avaient pas aussi, comme nous tous et leurs peuples qu'ils représentent, des intérêts communautaires à défendre. Et de l'autre côté, il y aurait l'humanité ou le vivant dans son entier, aux intérêts purement communautaires, comme si l'humanité ou le vivant n'avait pas aussi des intérêts purement individuels à défendre. Il est temps, je l'ai dit, et je le répète encore une fois, d'arrêter d'opposer la souveraineté des peuples et de leurs institutions et organes à l'autorité du droit international. J'ai déjà précisé dans les premières leçons ce que la popularité et l'égalité des souverainetés font à la conception étatiste, absolutiste et exclusiviste de la souveraineté. Je n'y reviens pas. Vous êtes là, c'est que vous avez accepté mes conclusions. Et dans cette quatrième leçon, j'aimerais tirer les conséquences normatives de la popularité et surtout de l'égalité des souverainetés pour aller plus loin encore et pour y fonder l'interdépendance solidaire de ces souverainetés au lieu de la solitude égoïste qui leur est habituellement reprochée. Comme l'a bien expliqué Virali, l'opposé de l'indépendance souveraine garantie par le droit international de la souveraineté externe, c'est la dépendance et non pas l'interdépendance. En fait, l'indépendance des souverainetés que garantit le droit international ne peut pas être autre chose qu'une interdépendance. Pour pouvoir être garantie également à tous les peuples souverains et à leurs institutions et organes souverains, la souveraineté est nécessairement plurale et elle se construit dès lors en miroir des autres souverainetés et surtout avec ces autres souverainetés. Cet ordre hétéronome ou hétérosouverain qui permet d'intégrer les souverainetés en un tout, de les souder en ce tout, en bref, de les rendre solidaires les unes des autres, c'est précisément le droit international, ce droit interpublic des peuples souverains défendu dans ce cours. En bref, si les souverainetés en et de droit international sont nécessairement solidaires, eh bien c'est en raison de leur pluralité et surtout de leur égalité fondamentale. Une fois que j'aurai établi dans le détail ce premier argument, eh bien j'expliquerai deuxièmement que c'est en cette solidarité des souverainetés que l'on peut fonder des obligations de droit international. Il s'agit non seulement des obligations unilatérales de ne pas nuire de manière négligente aux intérêts protégés des autres peuples et de leurs institutions, comme c'est admis en droit international depuis un siècle déjà, mais aussi, nous le verrons, des obligations collectives de coopérer activement et ensemble à la protection de ces mêmes intérêts. Et enfin, troisièmement, sur la base de ces co-souverainetés solidaires et coopératives, je vous présenterai un argument pour l'équité en matière de distribution différenciée des obligations de droit international de manière à réagir aux circonstances inégalitaires des peuples et œuvrer à davantage de justice sociale internationale. Cette leçon, et notamment sa troisième partie, me donnera donc l'occasion de repenser l'égalité des peuples de manière différenciée et de retravailler les contours d'un idéal moins strictement égalitaire et plus équitable, et donc plus juste de l'idéal de l'état de droit en droit international. En cela, j'espère répondre à une critique annexe, mais tenace, de la solidarité et de l'égalité de souveraineté, qui est présentée aujourd'hui par les auteurs les plus critiques du droit international, et notamment par les auteurs Twale. Leur critique, c'est celle de l'injustice que perpétue une conception trop stricte de l'égalité formelle en droit international. Donc, pour refléter ces trois étapes de l'argument,
Mon argument sera articulé en 3 parties ce matin. Dans la première partie, je vous présenterai la co-originalité entre souveraineté et solidarité, en tant que la souveraineté des peuples en et de droit international doit être égale. La deuxième partie sera consacrée aux obligations de coopération fondées sur cette interdépendance et la solidarité entre peuples souverains et leurs institutions. Et enfin, dans la troisième partie, je me tournerai vers la répartition de ces obligations de coopération et vers la spécification de leur contenu, notamment leur égalité différenciée, c'est-à-dire leur équité. Alors, vous me direz, quel programme? Tout un cours, en fait. Et nous n'avons qu'1h30 devant nous. J'ai donc fait des choix et je privilégierai la partie sur les souverainetés équitables. Évidemment, je couvrirai les 2 autres parties, mais vous verrez que c'est dans l'équité qu'il y a le plus de travail à faire aujourd'hui. Avant de commencer, 3 mises en garde. Première mise en garde sur l'angle de l'argument proposé. Si la littérature sur la souveraineté en droit international est vaste, vous le savez, il en va de même, bien sûr, de la solidarité, de la coopération et de l'équité, qui sont des thèmes qui occupent les internationalistes depuis longtemps, depuis toujours peut-être pour certains, mais surtout depuis la décolonisation et les prémices du droit international du développement. Il ne s'agit donc pas ici de vous offrir un cours dans le cours sur ces 3 autres valeurs, idéaux ou principes, mais bien de vous montrer comment ils s'articulent à la souveraineté. Ce faisant, bien sûr, j'espère éclairer les débats contemporains sur le contenu et l'articulation de ces 3 autres idéaux ou principes avec lesquels la jurisprudence, et notamment la Cour internationale de justice, dans son avis sur le climat, se débat désormais intensément. Et vous voyez dans cet extrait précisément une articulation solidarité, coopération, équité, qui est l'articulation dispositive dont j'espère vous donner aujourd'hui une bonne interprétation, si ce n'est la meilleure d'après moi, mais en tout cas une interprétation capable de faire vivre ce dispositif si important dans cet avis. J'espère notamment contribuer à la distinction et à l'articulation entre solidarité et équité, qui sont souvent confondues l'une avec l'autre en pratique, notamment en droit de l'Union européenne, j'en parlerai encore la semaine prochaine. Et j'espère aussi permettre la clarification du rôle de contrepoids que doit jouer l'équité par rapport à l'idéal de l'état de droit international, et ainsi nuancer l'opposition qui est faite entre l'égalité dans et devant la loi et la différenciation des obligations en principe égal des peuples souverains, et notamment de leurs États. Alors certes, l'accent sur la souveraineté implique de mettre un accent sur les peuples et leurs institutions, en matière de solidarité et d'équité aussi. C'est mon propos. Et donc ça se fera, je le regrette, au détriment de la solidarité et de l'équité interindividuelle. De même, cet accent sur la souveraineté appelle un deuxième accent sur la solidarité et l'équité internationale au détriment de la solidarité et de l'équité nationale ou régionale. Et tous ces aspects sont liés, évidemment. Ils sont au cœur de l'égalité qui est instituée en même temps par le droit international, et notamment par la Charte des Nations Unies, vous vous souvenez, en même temps pour les personnes humaines et les peuples, de façon fractale, le fameux chou-fleur dont je vous ai parlé dans la première leçon. Ça paraît amusant de parler d'un chou-fleur, mais c'est vraiment quelque chose qui est absolument central à la construction de l'ordre institutionnel international d'après-guerre. Et donc cette égalité est instituée en même temps par la Charte pour les personnes humaines et les peuples. Et donc tout ce que je vous dirai aujourd'hui de la solidarité et de l'équité vaudront évidemment aussi pour la solidarité et l'équité interindividuelle. Je ne peux simplement pas parler de tout ce matin pour des raisons de temps. Deuxième mise en garde sur le champ normatif de l'argument proposé. Je viens de parler de valeurs, d'idéaux ou de principes en mentionnant la solidarité et l'équité, soulignant ainsi leur dimension morale, et la même chose vaut pour la souveraineté, vous vous en souvenez. Comme je l'ai expliqué dans la première leçon, la souveraineté ne doit pas être réduite à une autorité de pur droit, ni à un ensemble de droits.
selon ma critique du légalisme méthodologique. Alors je ne souhaite pas entrer ce matin dans un débat sur la qualification de principes généraux de ou du droit international, ou sur l'ambiguïté qui existe entre les principes généraux en tant que type de normes et les principes généraux en tant que source de normes en droit international. Je souligne simplement que ces idéaux ou principes d'égalité, de solidarité et d'équité tels que je les entends sont à la fois moraux et juridiques. Comme je l'ai fait valoir ailleurs, les principes généraux, dans un ordre juridique, permettent précisément d'assurer le passage constant entre le raisonnement moral et le raisonnement juridique. Alors évidemment, tous ces principes ne jouent pas le même rôle dans l'ordre juridique international et ils ne tiennent donc pas la même place au sein de ces sources. Ainsi que nous le verrons, certains de ces principes sont au service de l'horizon de justice du droit international et de la détermination de son contenu. C'est le cas de l'équité, nous le verrons. Mais d'autres, comme l'égalité de souveraineté et la solidarité, sont des principes moraux fondamentaux ou structurels de l'ordre juridique international qui jouent dès lors une fonction différente. Troisième et dernière mise en garde, la portée de l'argument proposé. Comme la souveraineté telle que nous en héritons en droit international, la solidarité et l'équité sont des inventions des philosophes et des juristes européens. D'abord grecs ou romains, ou les deux, puis médiévaux et modernes. Comme la souveraineté, elle serait donc, en tout cas pour leur critique, une nouvelle marque du manque d'universalité de l'imaginaire du droit international contemporain et de ses spécialistes. Alors c'est une critique à prendre au sérieux, parce que rien ne sert en effet de chercher à revoir, comme je le fais ici, l'interprétation de la souveraineté en et de droit international, à la lumière d'autres idéaux et principes tout aussi occidentaux, au risque même de transformer la solidarité et l'équité en de nouvelles normes néo-impérialistes de prétendue justice sociale internationale. En fait, vous le reconnaissez, ce qui est à l'œuvre encore une fois ici, ce qui travaille ce cours en fait en profondeur constamment, c'est la double temporalité de la souveraineté en et de droit international, selon qu'on la regarde du point de vue des anciens colonisateurs ou des anciens colonisés, avec tout l'enjeu de la double conscience, pour citer Du Bois. En réponse, j'aimerais vous rappeler qu'il ne faut pas confondre la généralité du problème auquel répond la souveraineté, qui est celle du besoin d'autorité ou de limite à la puissance politique, qui est un besoin partagé par tous, et la spécificité de la réponse que la souveraineté y apporte, celle de son phénomène ou des marques de la souveraineté, pour citer Bodin, qui varient d'une culture juridique à l'autre, et en l'occurrence, la souveraineté de la modernité européenne, devenue celle du droit international contemporain, au mépris de la souveraineté des autres. On peut appliquer le même raisonnement, me semble-t-il, à la solidarité et à l'équité, et tenter d'enrichir nos interprétations à venir de ces idéaux et principes, qui sont désormais, qu'on le veuille ou non, en partage en droit international contemporain, et de le faire notamment à la lumière de la comparaison des multiples pratiques de ce qu'on peut appeler des liens mutuels et diligents entre peuples. Une toute dernière remarque, désormais rituelle avant de commencer. Vous savez que nous enseignons le savoir en voie de se faire, et donc certaines choses que je vais vous donner ce matin sont nouvelles, alors que d'autres sont déjà publiées, notamment des arguments sur la souveraineté coopérative, les rapports entre souveraineté et idéal de l'état de droit, ou encore les rapports entre l'égalité et l'équité en droit international. Donc, si vous avez de la peine à suivre l'oral, vous pouvez toujours aller lire l'écrit. Donc, je commence avec ma première section, où j'aimerais vous parler de la co-originalité entre la solidarité et l'égalité de souveraineté en et de droit international. Il s'agit de vous expliquer pourquoi les souverainetés bien comprises, en et de droit international, doivent être
comprise comme solidaire. Plus précisément, je propose de tirer les conséquences normatives de la popularité et de l'égalité des souverainetés pour aller plus loin et pour fonder la solidarité de ces souverainetés au lieu de la solitude égoïste qui leur est habituellement reprochée. Comme je l'ai rappelé tantôt, l'opposé de l'indépendance souveraine garantie par le droit international de la souveraineté, c'est la dépendance et non pas l'interdépendance. L'indépendance souveraine que garantit le droit international ne peut pas être autre chose qu'une interdépendance. En effet, pour pouvoir être garantie également à tous les peuples souverains, la souveraineté doit se construire en miroir des autres et avec ces autres souverainetés. Et cet ordre hétéronome, hétérosouverain, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui permet d'intégrer les souverainetés en un tout, de les souder, en bref, de les instituer comme solidaires, parce que ce qui est soudé est solidaire, c'est précisément le droit international, ce droit interpublic des peuples souverains et égaux. Il s'ensuit que si les souverainetés sont nécessairement solidaires en et de droit international, c'est en raison de leur pluralité et surtout de leur égalité fondamentale. En d'autres mots, et j'utiliserai le terme ici consacré, la solidarité est co-originaire de la souveraineté en et de droit international, en tant que cette souveraineté est égalitaire. Maintenant, si cet argument peine à vous convaincre, à mon avis il est imparable, mais s'il peine à vous convaincre, eh bien peut-être qu'en sus de cet argument, vous serez intéressé de savoir qu'il est possible de trouver d'autres arguments que l'argument de l'égalité fondamentale. Il arrive en effet que la solidarité soit aussi défendue séparément sur la base d'un argument sociologique. D'ailleurs, c'est le cas dans la plupart des arguments pour la solidarité en droit international, ou encore sur la base d'un argument purement moral. Alors, premièrement, l'argument sociologique pour la solidarité des peuples et de leurs institutions souveraines, dont les États. De nombreux internationalistes, comme Selle, évidemment, mais aussi des internationalistes qui se situent dans la veine sociologique des auteurs solidaristes, comme Duguy, se fondent sur l'interdépendance de fait et la solidarité dite objective entre peuple et État pour en tirer un argument pour une solidarité de droit international. Alors il est vrai que l'accroissement de l'interdépendance effective des peuples et de leurs États, dans un monde aujourd'hui économiquement globalisé, nous le voyons bien aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient, renforce cette solidarité en pratique. On peut penser aussi à l'émergence et à la multiplication effective des menaces aujourd'hui mondiales qui pèsent sur l'humanité et les peuples dans leur ensemble, dans le contexte par exemple de la pauvreté, de la santé, du climat, de la science, que ces menaces soient anthropogéniques ou non. Ces menaces ont ceci de commun qu'elles désignent toutes l'ordre juridique international, et donc cet ordre juridique qui solidarise précisément, comme le seul ordre capable d'organiser leur prévention ou leur atténuation. Et ces menaces renforcent donc d'autant la solidarité des peuples, dont c'est l'ordre juridique. C'est d'ailleurs l'observation de ce développement progressif de l'interdépendance pratique entre États qui a alimenté l'idée d'un passage du nationalisme à l'internationalisme. Elle a aussi nourri la distinction désormais célèbre faite par Wellens et la progression entre le droit international dit de la coexistence vers le droit international de la coopération, puis de la solidarité. On retrouve d'ailleurs ce type d'argument sociologique pour la solidarité des États dans l'avis sur le climat de la Cour, qui parle, toujours dans ce même extrait, qui est vraiment un petit bijou, de la reconnaissance de l'interdépendance des États, donc c'est quelque chose qui doit être reconnu, et du besoin de solidarité entre les peuples qui en résulte. Donc on voit bien la marque sociologique ici de l'approche de la solidarité. Il me semble pourtant, loin de moi évidemment
la volonté de nier l'interdépendance factuelle aujourd'hui des États et des peuples, mais il me semble que la solidarité est bien davantage qu'une simple traduction, qu'une simple formulation juridique d'une interdépendance et d'une solidarité sociologique, même si ces dernières la renforcent encore davantage en pratique, bien entendu. Encore une fois, et j'insiste sur ce point, la solidarité est co-originaire de la souveraineté en et de droit international, en tant que cette souveraineté est égalitaire. Si elle doit être égalitaire, alors elle est nécessairement solidaire. En fait, on retrouve simplement ici, au sujet de la solidarité, cette même ambivalence entre réalité sociale et politique d'un côté et droit de l'autre, ou entre faits et normes de la souveraineté, que j'ai déjà eu l'occasion de souligner dans chacune des précédentes leçons. Et cela ne devrait donc pas nous surprendre de retrouver cette ambivalence, cette dualité fait-norme en matière de solidarité. Il y a d'ailleurs une deuxième ambivalence de la souveraineté dont je vous ai déjà parlé, une ambivalence entre droit et morale cette fois-ci, qui caractérise elle aussi la solidarité en et de droit international. Deuxièmement donc, l'argument moral pour la solidarité des peuples et de leurs institutions souveraines, dont les États. Certains internationalistes invoquent une valeur de solidarité morale externe au droit international à l'appui de leur argument pour la solidarité en droit international. C'était clairement le cas chez Vattel, en raison de son analogie juste naturaliste et anthropomorphe entre l'autonomie personnelle et la souveraineté étatique, et donc entre ce qu'il considérait être les devoirs de solidarité interindividuelle et les devoirs de solidarité interétatique. Selon les auteurs, et selon les époques depuis Vattel, parce que beaucoup d'eau a coulé sous ce pont, cette valeur a pu être religieuse, fraternelle. En France, solidarité et fraternité, évidemment, sont très proches, ou encore tirée d'une conception cosmopolitique d'inspiration kantienne de l'interdépendance du genre humain et de la solidarité en son sein. C'est d'ailleurs, vous vous en souvenez, à cette notion d'un cosmopolitisme pacifique, externe au droit international, que Kelsen attribue la justification de l'égalité souveraine des États en droit international, et c'est sur elle qu'il fonde la primauté du droit international sur le droit interne. Alors, quoi que l'on pense de cette justification cosmopolitique, il me semble que la solidarité est mieux comprise comme étant un principe fondamental éthique ou moral du droit international, et donc ni comme un pur principe moral, ni comme un pur principe juridique logique de ce droit. Cela s'explique une nouvelle fois par référence à sa co-originalité avec l'égalité de souveraineté en et de droit international dont je viens de vous rappeler l'argument. Comme l'égalité de souveraineté, la solidarité de souveraineté doit être instituée en droit, mais elle ne se réduit pas entièrement à ce droit. Elle est tant morale que juridique dès lors. Et pour vous l'expliquer, il faut que je vous remémore brièvement l'argument que j'ai présenté dans la première leçon pour l'égalité de souveraineté. L'égalité de souveraineté n'est pas une question qui échapperait à l'ordre juridique international et devrait être imposée de l'extérieur depuis une théorie de la légitimité politique, par exemple démocratique, de ce droit, mais bien une exigence de morale politique inhérente à cet ordre. C'est celle du principe moral de l'égalité de souveraineté des peuples. En fait, à y regarder de plus près, même Kelsen, parce que ce texte est très ancien, il prédate de nombreuses années la théorie de la souveraineté des années 40 et 60 de Kelsen, même Kelsen dans ce texte semble être sensible à cet argument, puisque tout à la fin, vous voyez qu'il parle de la contribution du droit à l'organisation de l'humanité et de son unité avec l'idée éthique la plus élevée. Alors, comme je l'ai expliqué dans la première leçon, cette dimension instituée, donc à la fois juridique et politique de l'égalité, tant individuelle que populaire, va au cœur de sa structure normative contemporaine. Rappelez-vous, la justification institutionnelle de l'égalité
a pris aujourd'hui la place de la justification religieuse ou métaphysique de l'égalité de souveraineté du droit international des origines. Il ne s'agit plus d'une égalité par transcendance divine, appliquée en vertu d'une analogie naturelle ensuite entre le peuple et la personne humaine. Mais dans tous les cas, comme l'ont bien remarqué Lindahl et Berman, la même tension entre transcendance et immanence est restituée, tout à fait artificiellement cette fois-ci, par la dualité politique et juridique de la souveraineté populaire et de son égalité, telle qu'instituée par le droit international. Et c'est sans surprise d'ailleurs qu'on retrouve l'égalité de souveraineté parmi les normes impératives du droit international dans la pratique contemporaine du droit international. Un tel degré de normativité dans l'ordre juridique international ne se justifierait pas s'il s'agissait d'une simple égalité de droit, au pluriel, interne à cet ordre juridique. C'est ce qu'a d'ailleurs bien confirmé l'article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies, si on le lit bien. Parce que si on le lit bien, on remarque que cet article affirme que l'égalité souveraine est au fondement de l'Organisation des Nations Unies et non pas l'inverse. En faisant de l'égalité de souveraineté des peuples une norme impérative, le droit international la place parmi les normes auxquelles il n'est pas autorisé aux États souverains de renoncer, même en y consentant, au prix sinon de la renonciation à la souveraineté de tous les autres peuples. Il la situe aussi parmi les normes auxquelles les États n'ont pas à consentir pour qu'elle les lie. Il la place donc au-delà de la compétence souveraine et hors du champ de la puissance politique ordonnée. Cependant, il le fait sans en faire une question de validité juridique comme une autre, entièrement soumise à l'autorité du droit international. Et c'est ce rôle liminal, originel de la souveraineté populaire et égalitaire qui peut ainsi déployer tout son potentiel sur le plan international, celui de pouvoir à la fois constituant et constitué. Donc, ceci était un rappel de l'argument que je vous ai fait dans la première leçon, et il me semble qu'à l'entendre à nouveau, on devrait comprendre que cet argument doit aussi valoir pour la solidarité de souveraineté, qui n'a pas été simplement importée en droit international par référence à une posture cosmopolitique, externe à ce droit. D'ailleurs, comme l'égalité de souveraineté, la solidarité est parfois considérée comme une norme impérative structurelle du droit international. Et comme l'égalité, elle est à la fois une solidarité des peuples et des individus, comme vous voyez par exemple dans cette résolution qui est répétée régulièrement par l'Assemblée générale des Nations unies, où vous voyez qu'on vous parle de solidarité comme étant un droit tant des peuples que des individus. Ce qui confirme une nouvelle fois cette dimension fractale, double, de l'institution de l'égalité en droit international, une égalité et une solidarité, à la fois personnelle et populaire, parce qu'on ne peut pas être égal de manière interindividuelle sans l'être de manière interpopulaire et vice-versa. En somme, il faut considérer tant l'égalité que la solidarité de souveraineté comme des principes fondamentaux moraux de la légalité internationale, pour citer Heller ou d'Eisenhower. Il s'ensuit que la solidarité, en tant qu'elle est co-originaire de l'égalité de souveraineté en et de droit international, est tant juridique que morale, comme elle était tout à l'heure tant sociologique que juridique, et qu'elle travaille donc à cette interface que certains considèrent comme mystérieuse, mais que je préfère voir comme émancipatrice. Précisément parce que la solidarité de souveraineté en et de droit international relève de la structure institutionnelle du droit international, il serait vain de chercher, comme certains auteurs aujourd'hui, à la décliner en une liste d'obligations de solidarité de droit international. En fait, la solidarité est elle-même obligation en tant qu'elle participe de la souveraineté égale des peuples et de leurs institutions sur eux-mêmes. Elle participe de l'autorité du droit international en tant qu'autorité d'un droit de ces peuples, sur ces peuples, soudés par ce droit. Je ne peux pas ici entrer dans toutes les dimensions de la solidarité de souveraineté des peuples et de leurs institutions. Mais je vais
me baser sur ce très joli extrait de l'introduction faite par Suppiot à un ouvrage issu d'un colloque ici au Collège de France sur la solidarité. Je vais me baser sur cette introduction très utile aux différents sens de la solidarité qui émanent d'une comparaison des formes de solidarité dans différentes cultures normatives du monde. Alors Suppiot parle de ces différents sens de la solidarité et dit qu'il y a finalement peu d'ordres juridiques qui les présenteraient tous et que le seul exemple qu'on puisse véritablement imaginer d'une solidarité complète, reliant tous ces sens, eh bien, ce serait la solidarité conjugale. Alors, je l'espère pour nous tous, mais j'ajouterais, de manière un peu maligne, qu'il me semble qu'aujourd'hui, que la solidarité en et de droit international présente, elle aussi, désormais, parce que l'évolution a été très lente, ces 5 visages potentiels de la solidarité. Alors, je vous ai déjà parlé de l'interdépendance tout à l'heure et je vous parlerai dans la prochaine section de la coopération et de la mutualité. J'aimerais me concentrer ici sur la diligence due, la diligence requise, qui me paraît correspondre à l'idée de compassion, voire d'abnégation, les 2 premiers sens de la solidarité dans l'extrait ci-dessus. Et cette compassion ou ce sens de l'abnégation solidaire, je pense qu'on le retrouve en filigrane, c'est l'objet d'une interprétation que de faire ressortir quelque chose, dans cet avis à nouveau 2025 de la Cour internationale de justice sur le climat, lorsqu'elle parle dans l'avant-dernier paragraphe des obligations de coopération diligente avec les États plus vulnérables au dérèglement climatique que les autres, et de l'abnégation dès lors que la coopération diligente avec ces États plus vulnérables doit impliquer nécessairement. Il y aura des sacrifices, nous le savons, et c'est pour ça que c'est si difficile. Alors j'ai consacré mon premier cours au Collège de France à la diligence et à la négligence en droit international, donc je vous y renvoie pour le détail, mais je n'aime rien plus que la diligence due, et donc je suis très heureuse de faire un petit écart ici pour vous rappeler que la diligence due est considérée depuis longtemps comme l'une des dimensions de la solidarité internationale, et plus particulièrement d'une souveraineté, en tant qu'elle doit être égale et solidaire. C'est ce que nous dit la jurisprudence internationale depuis près d'un siècle maintenant. Donc 2025, c'est l'avis sur le climat de la Cour, et 1928, le juge Hubert, dans cette sentence, nous dit quelque chose qui évidemment relève du champ lexical et des termes de l'époque, mais il nous dit bien que la diligence due en tant que standard de soins ou de vigilance qualifiant toute obligation de comportement international, et notamment l'obligation de ne pas nuire et de protéger les autres États, est constitutive de la souveraineté égale de l'État. Plus exactement, elle doit être considérée, nous dit-il, comme la contrepartie normative ou le corollaire de la souveraineté. Et ce pour 2 raisons, me semble-t-il. Le premier pan du fondement de la diligence due en droit international, c'est l'égalité. On retrouve l'égalité, et notamment l'autodétermination égale des peuples et de leurs États. En effet, sur le plan de la morale interpersonnelle, l'obligation de ne pas nuire par négligence aux droits et intérêts d'autrui se justifie par le respect mutuel et solidaire de l'autonomie égale d'autrui. À l'instar de ce qui vaut pour cette obligation, eh bien, le fondement de l'obligation internationale de ne pas nuire par négligence à autrui se trouve aussi dans le respect mutuel et solidaire de la souveraineté et de l'autodétermination égale des autres peuples. C'est d'ailleurs bien le sens du principe connexe de bon voisinage en droit international, qu'on retrouve par exemple à l'article 74 de la Charte des Nations Unies, j'ai failli dire 74 et je le dis juste pour le plaisir, donc 74 de la Charte des Nations Unies. Avec le temps, ce principe et cette obligation de bon voisinage s'est émancipé du rapport bilatéral immédiat de voisinage pour couvrir petit à petit les droits et les intérêts communs des peuples et de leurs États, et ce, sur le territoire de chaque État,
aussi bien que dans les espaces communs. Ce qui constitue la deuxième dimension de la justification ou du fondement de la diligence due, outre l'égalité, c'est le lien qu'on peut établir, me semble-t-il, entre responsabilité diligente ou obligation diligente et contrôle. Ne pas être en mesure de contrôler ce qui relève de son propre domaine de compétence en tant qu'individu est considéré comme une forme incomplète d'être au monde, nous dit le philosophe Raz. Et ce qui caractérise et renforce d'autant la diligence due en droit international, qui est une diligence entre peuples et entre États, eh bien, c'est précisément la dimension collective puis institutionnelle de l'autorité souveraine, avec toutes les différentes compétences de contrôle qu'elle fonde. En somme, c'est l'égalité de respect mutuel et solidaire de l'autonomie des individus dans leur zone de contrôle. Et en droit international, c'est l'égalité de respect mutuel et solidaire de la souveraineté des peuples et de leurs institutions dans leur zone de contrôle, qui fonde le standard de diligence due et donc de considération, de due considération, due regard, ou de compassion, et on revient à la compassion et l'abnégation de tout à l'heure, entre les peuples du monde et leurs institutions. Alors il s'agit maintenant de passer précisément à la question des obligations de coopération diligente que fondent l'interdépendance et la solidarité des peuples souverains et de leurs institutions, telles que je les ai établies dans cette première section. Alors, on revient, je vous l'ai promis, à l'avis sur le climat, où vous voyez qu'à titre de confirmation du fondement de la coopération, et plus particulièrement d'une obligation de coopération dans la solidarité, on voit que la Cour internationale de justice considère, du moins en matière climatique, mais c'est généralisable à mon avis, qu'une obligation juridique de coopération repose sur la reconnaissance de l'interdépendance des États et du besoin de solidarité entre les peuples qui en résulte. Donc c'est précisément ce passage maintenant de la solidarité à la coopération que je vais traiter. Alors, dans cette deuxième partie de la leçon, je vais zoomer, me concentrer sur la dimension coopérative des souverainetés bien comprises et je vais me concentrer sur les obligations de coopération qui sont fondées dans cette solidarité de souveraineté. Alors, je vous l'ai dit rapidement en introduction, mais je le répète ici, il y a deux types d'obligations de droit international qu'on peut fonder dans la solidarité de souveraineté. Le premier type d'obligation, c'est ce dont je viens de parler en vous parlant de l'île de Palmas et de la diligence due. Ce sont des obligations unilatérales de ne pas nuire de manière négligente aux intérêts protégés des autres peuples et de leurs institutions, y compris à leurs intérêts communs, comme les intérêts environnementaux, que ce soit de manière préventive, protective ou remédiale. Donc, ces obligations unilatérales de ne pas nuire, elles sont établies depuis près d'un siècle en droit international. Elles ont aujourd'hui une importance évidemment très particulière, très vive, mais elles sont connues. Ce qui va m'intéresser, c'est un deuxième type d'obligation de droit international qu'on peut fonder dans la solidarité de souveraineté. Et ce deuxième type d'obligation, ce sont des obligations collectives, cette fois-ci, et non plus unilatérales, de coopérer activement à la protection de ces mêmes intérêts, et ce, de manière préventive, protective ou remédiale à nouveau. Et ces obligations de coopération fondées dans la solidarité, dans la souveraineté et égalitaire et solidaire, sont aujourd'hui au cœur de l'attention. Je vous ai montré que c'est le cas dans l'avis sur le climat, on va en reparler, mais évidemment qui a un intérêt aussi doctrinal. Et vous avez ici deux ouvrages intéressants si vous voulez aller plus loin. Alors les premières obligations solidaires unilatérales, chacun fait quelque chose peut-être pour l'autre, sont reconnues de longue date en droit international coutumier, je l'ai dit,
Ça a été repris par exemple dans cette belle opinion individuelle du juge Weramantry dans l'affaire des armes nucléaires, où elles ont été petit à petit précisées, étendues en pratique, notamment par la jurisprudence et notamment grâce aux standards de diligence due pour couvrir les obligations unilatérales de ne pas nuire et de protéger aux intérêts non seulement individuels mais aussi communs des États. En revanche, la reconnaissance des secondes obligations solidaires, ces obligations coopératives et donc collectives qui sont dues ensemble, date de l'après-guerre, même si certains textes précurseurs, comme par exemple la Constitution de l'OIT de 1919, qui comporte dans son préambule ce petit passage absolument bijou aussi, font, à mon avis, déjà allusion à cette obligation de coopération solidaire. Ces obligations juridiques de coopération ont été, quoi qu'il en soit, réaffirmées récemment par la Cour internationale de justice de manière flamboyante comme une pierre angulaire, en tout cas dans le domaine climatique, de l'action internationale, faisant écho à la pierre angulaire de la souveraineté chez Virali. Donc vous voyez qu'on est vraiment ici dans un business de pierre angulaire. La souveraineté est angulaire, la solidarité est angulaire, la coopération est angulaire. Vraiment, tout le monde voit qu'on est vraiment au cœur du droit international. Alors, de manière générale, on peut considérer l'autorité du droit international et l'obligation d'y obéir elle-même, en général, comme une obligation de coopération. Si vous obéissez au droit international, eh bien vous coopérez avec les autres dans la mesure où cette autorité est solidaire. C'est aussi le cas, évidemment, de l'autorité des organisations internationales dont le droit renforce encore la coopération internationale. Et donc les obligations issues du droit des organisations internationales sont des obligations coopératives par excellence. Mais plus spécifiquement, et pour faire simple, on peut distinguer, à mon avis, quatre catégories d'obligations de coopération solidaire en droit international en fonction de leurs sources, de leurs objets et de leur régime. Dans chacune des quatre catégories d'obligations de coopération que je vais vous présenter, je tenterai de préciser l'identité des titulaires et des débiteurs et de déterminer aussi à chaque fois la portée et le contenu de ces obligations de coopération. Et comme vous le constaterez rapidement, ce qui s'affiche souvent comme une obligation ou une responsabilité de coopération en droit international tient malheureusement davantage de la charité que de la solidarité, puisque les obligations qui s'affichent comme des obligations de coopération sont souvent unidirectionnelles et ne sont pas toujours mutuelles. Surtout, nous verrons que toutes ces obligations dites de coopération ne sont en fait pas toujours véritablement collectives ou solidaires, au sens d'obligations dues ensemble par leurs débiteurs. Alors, première catégorie, évidemment, les obligations générales de coopération internationale qui découlent évidemment du droit international général. Ces obligations sont reconnues de longue date en droit international général et il faut bien sûr mentionner la référence à ces obligations dans le premier droit d'après-guerre qui est la Charte des Nations Unies et notamment l'article 1 qui au paragraphe 1 et au paragraphe 3 mentionne l'importance de la coopération et on retrouve ces obligations de coopération aux articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies. Ces obligations de coopération générale de droit international ont été réaffirmées ensuite comme l'égalité souveraine et comme l'autodétermination des peuples dans ce principe numéro 4 de la Déclaration des Nations Unies sur les relations amicales
de 1970. Donc c'est une réaffirmation, un restatement très important à l'époque, au moment de la décolonisation, pour s'appliquer en dehors de la Charte des Nations Unies à toute question de droit international. Aujourd'hui, la nature coutumière de ces obligations générales de coopération en droit international ne fait plus de doute. Elle a été rappelée par la Cour internationale de justice, à nouveau dans son avis sur le climat de 2025, par une petite pirouette, en passant par l'arrêt Nicaragua et en couplant ce que dit l'arrêt Nicaragua sur un autre thème et la déclaration de 1970, la Cour arrive à la conclusion que les obligations de coopération sont coutumières. Ces obligations générales de coopération en droit international se caractérisent par le fait qu'elles ne s'appliquent pour l'heure qu'entre États, sauf à comprendre, à mon avis, le terme nation de la déclaration de 1970 au sens de peuple institué, ce que j'ai d'ailleurs préconisé dans la première leçon en matière de souveraineté. Pour le reste, une grande indétermination règne quant au contenu exact et à la portée de ces obligations qui dépendent de leur spécification dans différents régimes du droit international. Deuxième type d'obligation de coopération solidaire en droit international, une obligation plus spécifique de coopération internationale qui découle, elle, du droit de la responsabilité et de l'article 41 des articles de 2001. Il s'agit d'une obligation de coopérer, dont on a beaucoup parlé en lien avec Gaza depuis 2 ans, une obligation de coopérer afin de mettre fin à toute violation grave d'une norme impérative du droit international général, comme le génocide ou peut-être un jour l'écocide. Cette obligation de coopération internationale varie en fonction de la norme impérative de droit international qui est violée et de la manière dont elle l'est. Elle doit être grave, cette violation. Mais il est important de noter qu'il s'agit d'une obligation interétatique uniquement, et surtout qu'elle est purement réactive, c'est-à-dire qu'elle concerne la mise en œuvre de la responsabilité d'un autre État pour une violation grave du droit impératif qui s'est déjà produite. Troisième catégorie, plus précisément, il convient de mentionner les obligations de coopération internationale spécifiées par chaque régime de droit international. Le droit du développement, le droit de l'environnement, le droit de la mer, le droit international de l'espace, etc. Dans chacun de ces régimes, le contenu et la portée des obligations spécifiques de coopération sont variés. Ils vont dépendre des intérêts ou des objets protégés, qu'il s'agisse par exemple de ressources, d'éducation, de sciences, de l'identité des sujets et des débiteurs de l'obligation, ou du degré ou du mode d'institutionnalisation du régime en question. Habituellement, toutefois, ce qu'on peut dire, c'est que ces obligations de coopération internationale restent très interétatiques et qu'elles sont souvent, malheureusement, malgré l'étiquette coopération, souvent interprétées comme étant unidirectionnelles et liées au développement, dans la mesure où elles sont considérées comme des obligations des États développés envers les États en voie de développement. Et à ce titre, dès lors, il faut bien dire qu'elle se rapproche davantage d'obligations unidirectionnelles de charité que d'obligations mutuelles de coopération. Et c'est d'ailleurs à bien le lire une critique qui est faite par la Cour internationale de justice dans l'avis de 2025, lorsqu'elle sépare bien dans l'avant-dernier paragraphe, de nouveau, les transferts de fonds ou de technologies qui sont, elle n'oublie pas, mais qui sont dans le fond une forme unidirectionnelle de charité, de la coopération et des obligations de coopération qui sont mutuelles. Et donc elle insiste sur le fait que les obligations de coopération en matière climatique doivent être mutuelles. Quatrièmement, le droit international des droits de l'homme comprend des obligations et des responsabilités plus spécifiques en matière de coopération internationale. Et comme ces obligations s'appliquent à tous les champs d'activité des États, il me semble qu'elles méritent un traitement spécifique de ma part, même si certains d'entre vous pourraient dire que les droits de l'homme, c'est un régime à part. Il me semble au contraire que les droits de l'homme s'appliquent partout et donc sont un levier très important en matière de coopération internationale. Alors, il y a 3 types d'obligations de coopération solidaire des États
en droits de l'homme. Premièrement, il y a une responsabilité générale de coopération ou d'assistance internationale dans le cadre de la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels garantis par l'article 2.1 du pacte. Pacte de 66, dont je vous ai déjà parlé il y a 2 ans dans le cadre du cours sur le droit de l'homme à la science. Alors cette responsabilité de l'article 2 relève des responsabilités générales de mise en œuvre qui incombent à tous les États partis au pacte. L'objectif est de mettre en œuvre de manière effective les droits économiques, sociaux et culturels dans un monde où les États, évidemment, se trouvent dans des situations profondément inégales du fait notamment de la pauvreté. Le contenu et la portée de ces responsabilités demeurent toutefois indéterminés. Ce qui est clair, c'est qu'il peut s'agir de coopération diplomatique ou juridique, mais aussi de coopération économique ou technique, l'accent étant mis toutefois à nouveau sur l'aide au développement. Et donc on retrouve ce fameux tropisme charitable d'obligation unidirectionnelle de ceux qui peuvent vers ceux qui ne peuvent pas, plutôt que d'obligation mutuelle de coopération, même différenciée, j'y reviendrai tout à l'heure. Deuxième type d'obligation de coopération internationale fondée dans le droit international et les droits de l'homme, les obligations de coopération internationale qui découlent de tous les droits de l'homme sans exception, lorsque les États exercent un contrôle effectif ou une juridiction concurrente, voire partagée, territoriale ou extraterritoriale, sur le même titulaire de droits de l'homme, sur la même personne. Dans ce cas, le fait que 2 ou plusieurs États exercent une juridiction concurrente ou partagée va donner lieu à des obligations concurrentes ou partagées, qui impliquent précisément une dimension coopérative. On peut penser aux obligations qui naissent de circonstances transnationales comme la guerre, l'immigration, le dérèglement climatique, les pandémies ou évidemment l'activité cybernétique. Les États concernés ont alors une obligation de coopérer lorsqu'ils précisent et répartissent leurs propres obligations envers la même personne. Enfin et dernièrement, le troisième type d'obligations de droits de l'homme qui sont des obligations coopératives et qui vont m'intéresser ici particulièrement sont des obligations de droits de l'homme qui naissent de droits qui ont un objet, un intérêt ou un bien protégé intrinsèquement transnational. C'est le cas, je l'ai dit il y a 2 ans, de la science. On ne peut pas protéger la science en France sans la protéger aussi ailleurs dans le monde. C'est aussi le cas évidemment de la santé, de l'alimentation, de l'eau ou de la religion. Tous ces droits de l'homme qui portent sur des biens qui ont une dimension nécessairement transnationale et donc solidaire, eh bien, vont donner naissance à une obligation coopérative. Pour pouvoir protéger efficacement l'objet de ces droits de l'homme, eh bien, les États qui ont des obligations pourtant distinctes envers les titulaires de droits vont devoir coopérer entre eux. Sans coopération avec les autres, chaque État respectivement responsable ne pourrait pas protéger efficacement les droits de ses titulaires de droits respectifs contre ces menaces. J'ai qualifié ailleurs cette troisième catégorie d'obligations de coopérer en droits de l'homme d'obligations collectives, en ce qu'elles incombent conjointement et mutuellement aux États tenus par ces obligations. J'aurais aussi bien pu parler d'obligations solidaires ou coopératives. Il me semble en effet que ces obligations, avec leurs implications institutionnelles, sont le modèle par excellence de la manière dont les obligations de coopération des peuples et de leurs institutions, en tant qu'elles sont fondées sur leur solidarité de souveraineté, devraient être interprétées à l'avenir. Y compris d'ailleurs en droit international de l'environnement ou du climat, où l'interprétation du contenu exact des obligations de coopération diligente n'en est qu'à ses premiers balbutiements, et j'invite véritablement les spécialistes du droit de l'environnement à aller voir ces obligations solidaires, collectives, en droit de l'homme. J'en viens maintenant précisément à la question de la répartition
des obligations solidaires et collectives de coopération et à la spécification de leur contenu, notamment leur égalité différenciée ou équité. C'est une chose de dire que la solidarité est co-solidaire avec l'égalité de souveraineté. C'est une chose de dire que cette solidarité fonde les obligations de coopération. Mais quel est exactement le contenu de ces obligations de coopération et surtout, ces obligations de coopération peuvent-elles véritablement être égales entre États ? Alors une nouvelle fois, il est intéressant de remarquer que la Cour internationale de justice, dans son avis sur le climat, considère que les obligations de coopération imposent aux États d'œuvrer de concert en vue de parvenir à des solutions équitables. Le mot équité apparaît. Il apparaît plus de 50 fois dans l'avis, mais il apparaît ici de manière vraiment majestueuse, faisant un lien entre l'applicabilité égalitaire des obligations de coopération à tous les États. Ce sont des obligations d'États souverains égaux qui doivent coopérer entre eux, donc ces obligations de coopération sont égalitaires. Mais la Cour fait un lien entre cette égalité des obligations de coopération et la différenciation de ces obligations, de manière à ce qu'elles soient équitables. Et j'en viens à la troisième partie de cette leçon, où je vais précisément faire le lien entre l'égalité de souveraineté en et de droit international et l'équité. J'aimerais vous expliquer dans cette troisième partie pourquoi l'idéal de l'état de droit appliqué au droit international, et je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure, notamment l'exigence d'égalité dans et devant le droit international, appelle une forme différenciée de l'égalité, ajustée aux circonstances de chaque peuple souverain et de ses institutions. Alors cela vaut évidemment en matière de droit souverain, mais ce sera mon propos ici aussi en matière d'obligations souveraines. Rappelez-vous que pour la Cour internationale de justice, l'équité en matière d'obligations est capturée, traduite notamment par le principe des responsabilités communes mais différenciées et la différenciation des obligations de coopération qui s'appliquent à tous les États, mais pas forcément avec le même contenu, tel qu'envisagé dans cet extrait de l'avis. Alors ce que je vise à démontrer, c'est que la critique de la souveraineté en et de droit international, et notamment la critique de l'égalité de souveraineté qui est faite par les critiques du droit international, notamment Twill, pour son formalisme excessif et son incapacité à corriger les inégalités historiques, manque sa cible. L'égalité de souveraineté bien comprise, en effet, comme l'égalité tout court en droit interne, implique toujours une forme d'équité. L'égalité de souveraineté implique une souveraineté équitable. Et cette répartition équitable des obligations internationales ne mène pas à sacrifier l'égalité de souveraineté des peuples et de leurs institutions, contrairement à ce que l'on lit souvent. Donc, en termes simples, vous pouvez avoir votre égalité et votre équité, vous n'avez pas besoin de choisir l'une ou l'autre. Rappelez-vous d'ailleurs que l'égalité et l'équité partagent la même étymologie, equus, ce qui donne lieu à equalitas, égalité, et equitas, équité. Alors, de manière générale, il faut remarquer que comme la solidarité et la coopération, l'équité est devenue omniprésente en droit international. Et l'avis sur le climat comprend plus de 50 mentions de l'équité. Alors, vous me direz, l'équité a toujours fait partie intégrante du raisonnement juridique international, c'est vrai, mais on peut observer une augmentation récente de l'invocation et désormais de la codification des principes d'équité dans tous les régimes de droit international. Pensez par exemple à l'équité intergénérationnelle. Pensez au principe des responsabilités communes mais différenciées dont je viens de vous parler. Ou pensez au principe de l'accès équitable et du partage des avantages. En fait, c'est le deuxième principe, celui de la répartition équitable des obligations de droit international, celui des responsabilités communes mais différenciées entre peuples souverains, qui va m'intéresser. Alors, malgré sa pertinence contemporaine renouvelée,
Il faut bien dire qu'il y a un courant en droit international assez conservateur, bien représenté ici par cette citation de Brownlee de 1979, qui considère finalement que l'équité demeure très interstitielle et finalement peu intéressante. Je pense qu'ils la comprennent très mal. Pire que cela, le traitement théorique aussi de l'équité est resté aujourd'hui largement doctrinal en droit international, et il y a peu de philosophes du droit international qui ont manifesté de l'intérêt pour l'équité, dans les contemporains, je veux dire, à l'exception de Tom Frank et de Emmanuel Tourme-Joannet, dont vous avez ici les ouvrages à l'écran. Et en fait, même ces deux auteurs parlent surtout de justice plutôt que d'équité, j'y reviendrai tout à l'heure. Il me semble que la renaissance de l'équité en pratique risque d'être de courte durée si les juristes internationaux ne s'attaquent pas aux premiers signes de son déclin que l'on observe déjà. Alors, pour vous expliquer pourquoi le déclin est en train d'arriver aussi vite que la Renaissance, et pour vous expliquer comment faire pour sauver l'équité, je procéderai en 3 étapes. Je vous expliquerai d'abord pourquoi l'équité aujourd'hui est à la croisée des chemins, relancée d'un côté dans la pratique, elle sourd de partout, elle est entravée pourtant en même temps par une opposition stérile entre sa légalité et sa moralité. Deuxièmement, j'expliquerai ce que pourrait et devrait être la relation entre justice, égalité, équité et droit au niveau international. Et troisièmement, je vous présenterai l'argument selon lequel le rôle de l'équité, dans l'ajustement de la justice au cas individuel et concret, ne devrait pas être opposé aux exigences de l'état de droit, et notamment à l'égalité de souveraineté dans et devant la loi, mais que ces deux idéaux, état de droit international et équité, doivent plutôt être considérés comme se contrebalançant mutuellement pour une plus grande légitimité du droit international. Alors je commence avec mon premier point, l'équité en et hors du droit international. L'équité est présente depuis longtemps, je l'ai dit, en droit international, sans doute depuis les origines au XVIIe siècle. Si vous lisez Grotius, vous retrouvez l'équité. Cela s'explique par l'influence de l'equitas du droit romain, mais aussi par celle de la conception aristotélicienne de l'équité, epikeia, malgré les différences entre les deux, sur les penseurs du droit international moderne. Et par la suite, évidemment, l'équité a trouvé une place toute naturelle dans les analogies de droit privé qui ont façonné le droit international, et notamment la conception anthropomorphe de la souveraineté de l'État, conçue comme une personne autonome, souveraine, solidaire, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et, bien sûr, équitable. L'équité prend au moins 3 formes en droit international contemporain, 3 formes qu'on retrouve, si on lit bien cet extrait de la Cour internationale de justice dans son avis. Alors la première forme, qui est aussi la plus spectaculaire de l'équité en droit international, c'est le pouvoir des juges internationaux, en particulier de la Cour internationale de juger ex aequo et bono. Il s'agit, en bref, du pouvoir des juges de sortir du droit et de recourir aux principes de justice, à condition que les parties les autorisent à le faire. Alors ce pouvoir de juger en équité, qu'on retrouve à l'article 38, paragraphe 2 du statut de la Cour, a rarement été utilisé, mais la possibilité témoigne des liens étroits qui existent entre le raisonnement judiciaire et l'équité en droit international. J'y reviendrai. Un deuxième rôle, beaucoup plus répandu, qui est attribué à l'équité en droit international, est celui d'un principe d'interprétation visant à garantir une justice individuelle et concrète, et donc à tempérer les conséquences d'un droit international général et abstrait dans un cas donné. Le recours aux principes équitables, par exemple dans les délimitations maritimes, par la Cour internationale de justice, en est évidemment un exemple célèbre. Mais l'interprétation en équité en droit international est aujourd'hui pratiquée par toutes les institutions, dans tous les régimes du droit international. Une troisième forme, enfin, beaucoup plus positive, que prend l'interprétation en équité en droit international, c'est l'ensemble des principes équitables spécifiques
qui ont été progressivement codifiés dans différentes sources du droit international. Et ces principes équitables codifiés, comme le principe de responsabilité commune mais différenciée dont je vous ai parlé tout à l'heure, se retrouvent dans tous les régimes du droit international. Tous ces principes équitables, d'interprétation équitable, ont l'équité en commun. Et la Cour, ici, le confirme clairement. Ils appliquent à des objets, des sujets, des contextes différents à chaque fois, les générations futures, les ressources marines, des critères qui sont toujours des critères équitables de répartition, comme la capacité, le contrôle, la causalité, la proximité ou le besoin. Alors il est important de noter que ces trois formes ou rôles endossés par l'équité en droit international ne sont pas finalement très faciles à distinguer en pratique. En fait, je pense qu'il est beaucoup plus approprié de les considérer comme se situant le long d'un même continuum du raisonnement juridique international. Un arc qu'on pourrait appeler, à l'instar de d'Eisenhower, le long arc de la légalité, un arc qui va sans interruption du raisonnement moral au raisonnement juridique, et dans le même ordre d'idées, des principes juridiques non codifiés aux principes juridiques codifiés. L'équité peut donc se situer à différents endroits de cet arc du raisonnement en fonction de trois facteurs, tels que, premièrement, la conception qu'ont les organes en question de la relation entre le droit international et la morale, on y revient, et plus généralement leur adhésion ou non à une forme de positivisme juridique volontariste ou plus éclairé. Deuxièmement, leur conception de l'interprétation juridique et surtout judiciaire et du pouvoir discrétionnaire des juges internationaux. Et troisièmement, et c'est lié, du rôle reconnu aux principes généraux dans les interprétations judiciaires et par conséquent à l'équité. C'est une tension qui est pérenne à la Cour internationale de justice, qui s'exprime à mon avis très bien dans cet extrait, dans l'affaire Plateau continental, où on voit bien que les juges se débattent en fonction de ces trois conceptions que je viens de vous exprimer. En fait, la question n'est pas de savoir si l'équité doit être située à l'intérieur du droit international en puisant ses sources uniquement au droit international, ou à l'extérieur du droit international en puisant ses sources uniquement dans la morale internationale. Le raisonnement en équité se situe toujours à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du droit, et cela vaut aussi en droit international. Il n'y a donc rien de mystérieux, contrairement à ce que l'on lit souvent, à ce que l'équité soit considérée à la fois comme étant morale et juridique, et à la fois comme étant en dehors et en dedans du droit international. Et donc ces livres qui travaillent soit sur le dedans, soit sur le dehors, évidemment parlent tous d'équité, mais il ferait mieux d'en parler dedans et dehors en même temps pour vraiment capturer ce que fait l'équité. Non seulement ces tentatives de légalisation de l'équité sont-elles erronées, même si on les comprend, je vous l'ai dit, je vous ai montré cet extrait du Plateau continental, on comprend bien le souci. Donc même si ces tentatives de légalisation de l'équité sont erronées parce qu'elles méconnaissent, à mon avis, la nature du raisonnement juridique, elles risquent de surlégaliser l'équité et donc de saper son potentiel. Bien sûr, je ne veux pas dire ici que le contenu d'une interprétation en équité donnée ne doit pas progressivement être légalisé, spécifié, voire codifié en droit international. Nous n'aurions pas de principe d'équité intergénérationnelle si nous n'avions pas légalisé l'équité intergénérationnelle. Mais j'aimerais simplement souligner que de telles codifications ne doivent pas viser à absorber l'équité une fois pour toutes et à épuiser son potentiel dans un domaine ou dans un régime donné. Le rôle de l'équité, en tant que principe d'interprétation, doit survivre à sa codification. Il doit être appelé à corriger à l'avenir les implications inéquitables de la généralisation des solutions équitables passées. Deuxième étape de mon argument, le triangle justice, égalité, équité, droit international. Depuis l'Antiquité, la justice, ou l'égalité pour nous, comme forme de justice ici qui m'intéresse plus particulièrement, l'équité et le droit ont été présentés ensemble, et c'était le cas bien sûr en droit romain.
où cette relation à trois, ce triangle, a été très bien capturée par la formule ius et ars et qui et boni. Et je vous renvoie au très beau cours et publication de Dario Mantovani sur l'équité en droit romain, si ça vous intéresse. Alors, ce triangle, justice ou égalité, équité, droit, a été internationalisé en droit international. Et pour bien le comprendre, il faut vous rappeler quelque chose que je vous ai déjà dit, mais que je répète ici, c'est que le droit international, il est conçu ici, dans ce cours, et à la chaire en général, comme un droit interpublic, c'est-à-dire comme un droit qui réinstitue et lie les peuples souverains en tant que public, un droit continu par rapport au droit interne de chacun de ces peuples, et qui s'applique par conséquent aux relations à l'intérieur de ces peuples, comme aux relations entre ces peuples et leurs institutions. Concevoir le droit international comme un droit interpublic, ça veut dire aussi que la justice, l'égalité et l'équité internationale ne doivent pas être identifiées avec une forme de justice globale ou cosmopolite. Elles ne doivent pas non plus être réduites à une forme de justice interétatique. En fait, la justice, l'égalité et l'équité internationale s'appliquent plutôt dans un continuum aux personnes, aux peuples et à leurs institutions, dont les États. Revenons-en donc au triangle égalité, équité, droit international. Je pars de l'idée, pour des raisons de temps, que la première face, celle qui lie la justice au droit international, n'a pas à être démontrée. C'est celle de la justice globale comme horizon du droit international. Le droit international fait fréquemment référence à la justice, justice sociale, toutes sortes de formes de justice. Quant à la deuxième face du triangle, celle qui lie justice ou égalité à équité, il faut rappeler que la justice ou l'égalité et l'équité sont généralement décrites comme les deux faces d'une même pièce. En fait, ce que montre Dario Mantovani, c'est qu'on a des pièces de monnaie dans lesquelles on a d'un côté l'équité et de l'autre la justice. Donc littéralement les deux faces d'une même pièce. L'une implique l'autre, mais elles sont distinctes l'une de l'autre. Et c'est également le cas en droit international, parce que si vous regardez bien les références à l'équité en droit international, elles sont toujours doubles. Le jugement ex equo et bono, le traitement juste et équitable en droit des investissements, ou la participation égale et équitable au système juridique international. Et donc ce dédoublement vous montre qu'on travaille toujours à la fois en égalité et en équité. Plus précisément, il existe deux façons de relier la justice et l'équité. La justice ajustée et l'égalité différenciée. La première relation, qui est la plus courante, c'est la relation entre justice et équité qui se produit lorsque l'on individualise et on concrétise des considérations de justice qui sont sinon nécessairement générales et abstraites. C'est ce que j'ai appelé ailleurs la justice ajustée. Mais la deuxième façon dont la justice et l'équité sont liées l'une à l'autre et dont elles travaillent l'une avec l'autre concerne la réalisation d'une forme plus spécifique de justice, l'égalité. Dans ce contexte, l'équité rééquilibre l'égalité en exigeant non seulement que des situations égales soient traitées de manière égale et identique, mais aussi que des situations différentes soient traitées de manière différente et proportionnée. C'est ce que j'appelle l'égalité différenciée. La recherche d'identité et de symétrie dans l'égalité est corrigée par une recherche dynamique de relations et d'équilibre dans l'équité. D'où l'idée de l'équité comme contrepoids dans l'équilibre de l'égalité. C'est cette notion d'équité dans le rapport à l'égalité qui va m'intéresser ici, en lien avec l'égalité de souveraineté en droit international. Troisième phase du triangle, la phase qui lie l'équité au droit international. Il faut rappeler que l'équité a été interprétée toujours comme un moyen d'aligner le droit en général sur la justice et l'égalité. Si la justice est l'horizon du droit, et si la justice et l'équité sont les deux faces d'une même pièce, alors l'équité et le droit sont eux aussi étroitement liés. D'où le triangle. Alors, comme expliqué précédemment, le raisonnement en équité est présent en droit international depuis ses origines. On le trouve chez Grotius notamment.
L'équité contribue à la fois à ajuster la justice des normes de droit international et à différencier l'égalité de répartition et de contenu des obligations de droit international. Il y a, je pense, au moins deux caractéristiques du droit international qui expliquent l'importance toute particulière en droit international de l'équité et son rôle de différenciation de l'égalité souveraine. La première spécificité tient au degré beaucoup plus important en droit international des inégalités de fait qui caractérisent les peuples souverains et leurs institutions. Ces inégalités matérielles correspondent évidemment à la répartition inégale des ressources, à la vulnérabilité inégale face aux menaces et plus généralement aux disparités de puissance économique, scientifique, militaire et politique. Dans ces conditions, l'écart entre l'inégalité matérielle et l'égalité formelle doit être corrigé afin d'éviter que le droit international contribue par son exigence d'égalité formelle entre les nains et les géants à perpétuer par l'égalité formelle ces inégalités matérielles, notamment lorsqu'elles sont historiques et sont devenues structurelles ou systémiques et bloquées par l'égalité formelle. En fait, et paradoxalement, je dirais que plus le droit international s'universalise et donc se généralise dans son contenu, plus l'écart entre inégalité matérielle et égalité formelle se creuse, et plus l'équité doit devenir un élément central du raisonnement juridique international. Deuxième spécificité du droit international qui fait que la différenciation de l'égalité souveraine par l'équité est absolument essentielle, tient à la pluralité des souverainetés. Il n'existe pas d'État souverain mondial de droit international, ni de législateur ou de gouvernement souverain mondial qui pourrait centraliser la juste répartition des obligations entre peuples souverains. La diffusion, dans ce contexte, du raisonnement en équité et de la différenciation équitable est donc d'autant plus nécessaire pour constamment assurer la justice distributive et corrective en droit international, et c'est d'autant plus vrai que de nombreux régimes de droit international n'ont pas encore été institutionnalisés, sans parler de judiciarisation. Il s'ensuit donc que la différenciation normative en droit international n'est pas en soi contraire à l'égalité de souveraineté. Je propose même qu'elle soit requise par cette égalité à des fins de compensation des inégalités matérielles entre États et en vertu du principe d'égalité différenciée ou équité. Un respect strict de l'égalité formelle entre États inégaux risquerait en effet de maintenir leurs inégalités en place. En soi, ce rôle plus important de l'équité en droit international, même s'il vous convainc sur le plan de l'égalité, soulève malheureusement aussi d'autres difficultés. Il soulève des difficultés pour l'idéal de l'état de droit en droit international, un idéal, on le sait, qui requiert en principe une égalité dans et devant la loi. Donc dire que l'égalité souveraine des États doit être corrigée constamment pour plus d'équité, c'est potentiellement mettre en péril l'égalité devant la loi internationale et donc l'état de droit international. Troisièmement donc, et c'est la troisième partie de mon argument, la compatibilité entre l'équité en matière d'obligations de droit international, cette différenciation des obligations solidaires et de coopération, et l'idéal de l'état de droit. C'est une tension, je vous rassure tout de suite, très bien connue, même en philosophie du droit interne, où nous savons que le critère de la généralité et de l'égalité de la loi, qui est un critère de l'état de droit, doit parfois être tempéré aussi sur le plan interne. Et ce d'autant plus en droit international que les circonstances sont un petit peu particulières. Alors, il faut commencer par préciser qu'une transposition directe de l'idéal national de l'état de droit au niveau international s'avère bien sûr difficile. Beaucoup d'auteurs ont traité les États souverains eux-mêmes comme les bénéficiaires de l'état de droit international, de la même manière que les personnes individuelles seraient considérées comme des bénéficiaires de l'état de droit au niveau national. Et ce faisant, ces auteurs pêchent, à mon avis, parce qu'ils entérinent la conception anthropomorphique du droit international comme un droit qui s'appliquerait uniquement aux États souverains et entre eux, en tant que seuls auteurs et sujets du droit international. C'est une approche de l'autorité du droit international que j'ai rejetée dans la deuxième leçon,
notamment parce qu'elle désinstitue complètement le droit international. En tant que souverain et auteur, et donc autorité ultime du droit international, ce sont les peuples qui sont aujourd'hui les sujets ultimes du droit international, comme du droit national d'ailleurs. Et qui dit peuple, sujet ultime du droit international comme du droit national, dit qu'il est temps, non seulement la conception retenue de l'autorité du droit international, mais désormais aussi de l'état de droit international, il est temps pour elle de prendre cette dimension populaire de la souveraineté en compte. Alors, dans cette conception populaire de l'état de droit international, les États souverains devraient être conçus non pas en tant que des sujets du droit international, qui seraient les seuls bénéficiaires de l'égalité dans et devant la loi internationale, mais ils devraient être conçus comme les représentants des peuples sujets ultimes de ce droit. Et cela change tout, puisque cela implique de comprendre l'idéal de l'état de droit international dans la continuité de l'idéal national et de revenir à chaque fois à ce qui fait qu'un peuple devrait être l'égal de l'autre. Alors même conçu de cette manière, l'idéal de l'état de droit demeure difficile à réaliser en droit international, et ce, en raison des spécificités de l'ordre juridique international. Premièrement, la pluralité des peuples souverains, et donc des institutions à limiter, avec toutes les inégalités que cela va créer entre États et autres institutions des peuples. Deuxièmement, la fusion, voire la confusion entre les peuples institutions auteurs et les peuples institutions sujets du droit international, avec la difficulté que cela crée pour la publicité et l'hétéronomie du droit, qui sont des conditions de l'état de droit. Et troisièmement, l'absence d'un tribunal international unique, doté d'une compétence générale et obligatoire, et en général d'un mécanisme centralisé de mise en œuvre du droit international. Et à ces difficultés désormais bien connues pour le respect d'un état de droit international en droit international, il faut rajouter deux difficultés essentielles pour l'équité. La première difficulté concerne à nouveau l'équilibre inégal des pouvoirs et les autres inégalités matérielles qui pèsent sur l'élaboration et l'application du droit international. Et ce, en dépit de l'égalité formelle de souveraineté, voire peut-être à cause d'elle, parce que cette égalité formelle rend les inégalités matérielles invisibles, voire les renforce. Dans ces circonstances, je pense qu'on peut considérer que soutenir à tout prix l'égalité en et devant le droit international des États souverains reviendrait à soutenir un ordre international injuste. C'est vrai, particulièrement au sein des organisations internationales, comme on peut le voir aujourd'hui au sein des Nations Unies. Rééquilibrer l'égalité en et devant le droit international, y compris au sein des organisations internationales, permettrait par exemple de rendre leur fonctionnement plus équitable et au final peut-être plus démocratique, comme l'a répété l'Assemblée générale des Nations unies dans cette résolution lorsqu'elle parle du droit de participation non seulement égal, mais surtout équitable. Deuxièmement, les tribunaux internationaux, lorsqu'ils existent, sont devenus un instrument de pure gestion juridique internationale, complètement corseté par le droit. Et cette constatation a contribué à anéantir l'espoir qui était né après les années 90, selon lequel les tribunaux internationaux pourraient rendre une justice universelle et contribuer à la réalisation de l'état de droit international. Trop souvent aujourd'hui, pour ces tribunaux, cet idéal de l'état de droit international est réduit au strict respect de la légalité, et la rule of law est alors ramenée à la rule by law. Il est essentiel dès lors, à mon avis, d'exiger des juges internationaux qu'ils recourent davantage à l'interprétation en équité pour faire contrepoids à une égalité mécanique en et devant le droit international. La différenciation équitable des obligations, sinon égales, de droit international est un enjeu constant entre les juges de la Cour internationale de justice, comme on l'a bien vu dans les opinions individuelles de l'avis sur le climat. Les juges sont malheureusement encore empêtrés, non seulement dans la controverse sur l'équité en ou hors du droit international dont j'ai parlé tout à l'heure,
Ils sont empêtrés dans la distinction entre interprétation équitable et création de nouvelles obligations de droit international, ce qui les amène soit à surlégaliser l'équité, soit à la délégaliser en allant chercher, par exemple, en sciences du climat, les réponses aux questions d'équité graves qui se posent à nous. Donc non seulement ils sont empêtrés dans cette controverse que j'ai critiquée tout à l'heure, mais ils réduisent aussi la répartition équitable à la distinction entre État en développement et État développé, alors que les critères d'équité sont bien plus agiles et ne demandent qu'à être appliqués. En fait, et j'ai fait cet argument ailleurs, on doit malheureusement dire la même chose de la Cour de justice de l'Union, où le raisonnement en équité est encore très pauvre, tant la Cour assimile l'idéal de l'État de droit européen à la légalité et au respect du droit européen, et à sa propre juridiction, il faut bien le dire, et tant elle craint de déroger à l'égalité formelle des États membres. Alors face à ces spécificités, je propose d'étendre le rôle de l'équité en tant que contrepoids dans l'équilibre de l'égalité à celui de contrepoids dans l'équilibre de l'égalité devant et dans le droit international, et donc à l'état de droit international. Et ce, du moins à court terme, pour une plus grande légitimité du droit international à long terme. L'un des rôles de l'équité dans l'histoire de la philosophie du droit interne, c'est d'avoir été une anti-rule of rules. Dans certains cas, en effet, la rule of law, l'état de droit, protège contre l'abus de l'égalité devant la loi par des personnes, des organisations ou des institutions plus puissantes que les autres et opportunistes. Et donc faire en sorte que la rule of law ne devienne pas une rule of rules en droit international, il me semble que c'est un enjeu important et un enjeu que l'équité va nous permettre de relever. Alors évidemment, l'idéal de l'équité et l'idéal de l'égalité devant ou dans le droit international sont des idéaux incommensurables. Je ne parle pas ici d'un équilibre entre les deux qui reviendrait à un jeu à somme nulle. Mais je propose simplement que l'on pense aux possibilités de correction et de contrepoids afin de relever les défis que je viens de mentionner. Mais rien dans ce que je vous propose ne revient à impliquer que le jugement ou l'interprétation équitable soit purement arbitraire. Je ne propose pas non plus de laisser le libre cours à un jugement purement subjectif et individuel des juges. Le raisonnement en équité, c'est un vrai raisonnement qui repose sur des principes, qui a des contraintes en termes de raisonnement moral. Et ce raisonnement en équité doit pouvoir être institutionnalisé et mis en œuvre par une institution tierce ou publique de droit international, comme la Cour internationale de justice, pour autant qu'elle soit suffisamment représentative, évidemment, des traditions régionales du droit international, afin de pouvoir représenter une conception de l'équité commune au peuple du monde, dont c'est le droit. Vous voyez comme nous sommes maintenant à l'aube d'une renaissance de l'équité, mais aussi à l'aube de son déclin si nous ne faisons rien et si nous n'encourageons pas nos juges à raisonner en équité. Dans la prochaine et 5e leçon, qui sera consacrée aux souverainetés européennes, j'examinerai ce que les organisations internationales font aux souverainetés des peuples et de leurs États membres. Nous le ferons à l'exemple de l'Union européenne. Alors, le débat sur la souveraineté dans l'Union européenne, c'est un débat évidemment très ancien, un vieux serpent de mer, diraient certains, et c'est un débat qui a contribué à faire évoluer énormément toute la question de la relativité et de la divisibilité de la souveraineté. Je ne vais pas vous réexposer tout ce débat, ce serait beaucoup trop long, mais ce que je compte faire avec vous, c'est de vous montrer comment le droit de l'Union européenne, sa Cour de justice, ses juristes, ont contourné sciemment le paradoxe politique et pourtant émancipateur de la souveraineté pour reconstruire, en termes purement juridiques, comme l'autonomie et la primauté, dans la plus pure tradition du légalisme méthodologique de la souveraineté, une souveraineté de substitution pour l'Union européenne et un autre statut pour ses États membres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union. Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant que les souverainetés des peuples européens, et c'est le cas en France aussi bien sûr, soient aujourd'hui à vif.
à la merci du populisme et du souverainisme. J'essaierai de vous proposer, après ce diagnostic, une nouvelle voie pour la réinstitution solidaire et coopérative des souverainetés européennes en droit de l'Union européenne. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très bon appétit. Merci.